Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission francophone de RBN France. À la barre ce soir, le lieutenant Sturm, accompagné dans les studios du cher camarade PGL. Bonsoir. Bonsoir, lieutenant. Et de Monsieur K, qui nous revient après quelques moments d'égarement, semaines de solitude, de méditation, bref. Ce soir, nous allons traiter d'un sujet assez vaste, passionnant, peu ragoûtant, voire dégoûtant, puisque nous l'avions intitulé « Les égouts de la République ». Alors, que cela recouvre-t-il ? Nous allons le voir tout de suite, en commençant par une première question à vous, Monsieur K, qui allez nous dévoiler un petit peu le sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans les égouts de la République ? Alors, en préparant cette émission, j'ai repris mes archives, j'ai repris mes ouvrages traitant des diverses affaires. Les dossiers qui avaient émaillé les dossiers de Monsieur K. les 40 dernières années, au plus même, les presque 50 années de la Ve République et de la fin de la 4e. Et je dois dire que dans ces égouts, je me suis très rapidement perdu. Parce que les affaires sont pas noyé, j'espère. Non, mais en revanche, on y croise toute une faune de barbouzes, rats noirs reconvertis, soldats perdus de l'OS, assassins, bandits corses et autres joyeusetés du même genre. Et je dois dire que la faune y est dans ces égouts assez effrayante, assez pittoresque aussi, parce qu'on y trouve des gens de caractère, des gens qui vivent parfois selon des mœurs qui ont pour le reste disparu de la société française, des endroits où on parle de secrets, d'honneur, d'affaires aussi au sens où l'entend la mafia sicilienne. Donc on y croise vraiment toute une faune assez étrange, et je vous le disais à l'instant, l'étendue de ces égouts est incommensurable en réalité. C'est-à-dire que les affaires, d'une part, s'entremêlent. Il y a parfois des connexions uniquement de 1 ou 2 patronymes par dossier. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans 2 dossiers fort éloignés les mêmes noms. Et alors on se demande, est-ce que les 2 affaires ont un lien ? Elles ont au moins ces 2 personnes en commun. Et alors on se dit qu'en fait, les égouts sont très profonds, sont très alambiqués. Parfois ils se croisent, ils font des croisements, mais surtout ils sont peuplés d'une faune, comme je vous l'ai dit, très variée, mais en même temps peu nombreuse. Je veux dire par là que les personnes les noms, les patronymes qui reviennent dans ces affaires sont tout le temps les mêmes. Et on a le sentiment qu'à part les quelques lampistes qui se retrouvent en prison ou qui sont assassinés ou qui sont exilés, parce que la chose est très fréquente, on les laisse partir en Amérique du Sud pour trouver une paix précaire. Je suis laissé dire que le Venezuela était une destination assez prisée. Oui, il n'y a pas que le Venezuela. La Colombie. Non, mais tous les pays d'Amérique du Sud. Brésil. Ah, le Brésil. C'est vaste, hein, le Brésil. Santiago aussi. C'est à la mode en ce moment, le Brésil. Brésil. Bien aussi. Voilà. Bien. Et en fait, tout ça est dû aussi, je pense, à un entremêlement, un empilement d'autres réseaux, d'autres considérations, si vous voulez, qui ont concerné la fin de la 4e et le début de la 5e République, comme par exemple la guerre d'Algérie, qui a vu se constituer assez rapidement en fait des communautés de Français d'Algérie ou de métropole pour une toute petite part dans ces pays. Et qui se sont fait très accueillants à l'égard à la fois des pieds noirs et des soldats perdus de l'Algérie pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y avait une sorte de charité politique de la part des régimes sud-américains à l'égard de ces populations avec lesquelles ils se sentaient quand même une grande communauté, c'est-à-dire un tempérament méditerranéen, un certain penchant pour la viticulture ou la culture des oliviers. Enfin voilà, il y avait aussi des questions économiques, mais aussi et surtout des affinités confessionnelles ou politiques avec ces milieux qui très souvent d'ailleurs venaient pour ce qui était des pieds noirs, des Français d'Afrique du Nord de manière générale, qu'ils soient marocains, tunisiens, d'extraction, je veux dire, française de Tunisie, du Maroc ou d'Algérie, qui étaient très souvent marqués à gauche et qui se sont retrouvés, donc ayant une fibre sociale très affirmée, mais qui, par les aléas de l'histoire, ont été, disons, catalogués par la science politique à l'extrême droite, puisque beaucoup d'entre eux avaient pris part aux opérations de l'OAS, par exemple. Et tout cela a créé des communautés, qui fait que par la suite, en fait, ça a créé des milieux sur lesquels ont prospéré aussi les affaires, parce que il faut savoir que la République aime beaucoup recycler les soldats perdus, les gens qu'elle a combattus, qu'elle a humiliés, qu'elle a dépouillés. Ensuite, elle les recycle. Alors, je vais évoquer ça dans plusieurs cas tout de suite, mais je voudrais juste poser un peu encore le décor. Il faut savoir que la Ve République naît dans des conditions très, très particulières. Le général de Gaulle revient
revient de son exil londonien et algérien en 1945 et il s'entoure en fait, il s'est déjà entouré pendant le temps de la résistance à l'occupation de grands commis de l'État ou de futurs grands commis de l'État comme Michel Debré par exemple, mais pas seulement. Michel Debré en est l'archétype et il va avec ces grands commis de l'État, ces promesses de grands administrateurs, de grands serviteurs de l'État, poser des digues contre la présence anglo-américaine en France, et particulièrement les plans américains d'introduire une monnaie d'occupation. Oui, on le sait très peu, ça, mais on a échappé de peu à la, entre guillemets, libération, à l'emprise américaine et surtout à l'établissement d'un véritable protectorat Absolument. Économique et politique. Absolument. Il faut savoir d'abord que les Américains étaient très hostiles aux gaullistes. Ils étaient très très favorables au pouvoir de Vichy parce que les vichistes, parce que le pouvoir à Vichy d'abord était d'une part le pouvoir légal, sinon légitime en tout cas il était le pouvoir légal, et d'autre part il avait des liens anciens via des réseaux en Suisse, mais pas seulement, ou via des réseaux directement, que des personnalités comme Antoine de Saint-Exupéry par exemple, qui faisait partie de la diaspora française, avait été aux États-Unis, était très très fâché des querelles entre la dissidence gaulliste et la dissidence girodiste, qui était plus proche du pouvoir à Vichy, plus proche des vichistes, de ce qu'on a appelé dans des ouvrages maintenant qui commencent à faire autorité les vichistes résistants, et qui en même temps regardait le pouvoir de Vichy comme étant beaucoup plus favorable aux États-Unis et à l'Angleterre. C'est-à-dire que Vichy, d'un point de vue strictement de la souveraineté nationale, là je l'entends au sens où on parle à Dinolfi dans son ouvrage Nos années de plomb, c'est-à-dire en termes d'indépendance et de puissance, le pouvoir à Vichy, en dehors de quelques qualités marginales dont il pouvait témoigner, après avoir en gros roulé pour le roi de Prusse, roulé pour la reine d'Angleterre, si vous voulez, pour faire simple. Les gaullistes étaient très marqués par, en dehors de tous les défauts qu'on va détailler tout à l'heure, étaient marqués par une très très forte conscience de l'État. C'était vraiment des nationalistes stato-nationaux, si vous voulez. Alors on peut aimer, pas aimer, mais en tout cas ils avaient ça pour eux. Ce qui n'était pas trop le cas de la dissidence girodiste ou du pouvoir à Vichy, qui était plus militaire pour ce qui était de Giraud que politique. De Gaulle avait beaucoup de défauts, mais il avait au moins pour lui d'être un vrai politique. Et donc De Gaulle a essayé de poser des jalons de souveraineté face au pouvoir américain qui voulait, comme vous le disiez tout à l'heure, cher lieutenant, imposer en fait un dominion américain en France. Et cela passait principalement donc par l'instauration d'une monnaie. C'était même un gouvernement militaire d'occupation, quoi. Absolument. J'ai lu quelque l'AMGOT, part, je crois l'acronyme était AMGOT. Oui, j'ai même lu quelque part que on va dire les franco-dollars avaient été imprimés. Enfin, il y avait tout un système monétaire dans les caisses des barges de débarquement qui étaient prêtes à l'emploi. Pour ceux qui cherchent, pour ceux qui savent chercher un peu sur le net, vous pouvez d'ailleurs trouver des exemplaires de ces dollars, de ces franco-dollars, qui étaient prêts à être mis en circulation. Et De Gaulle a joué en fait de vitesse contre le pouvoir américain. C'est vraiment la course à l'échalote là. Voilà, absolument. Et il impose justement ce nouvel État restauré, disons, de la 4e République, dont il compte bien sortir le grand gagnant, parce que voilà, c'est la guerre froide. Mais pardonnez-moi, Monsieur K, mais il s'appuie aussi sur un certain nombre de préfets déjà en place qui sont eux-mêmes des antennes vichistes. Alors absolument, il faut savoir qu'évidemment l'épuration. Il y a quand même une composition, on va dire, avec les... C'est une affaire très compliquée. Ouais. Je vais pas m'étendre sur la question de l'épuration, mais ça pose un décor qui est très intéressant. Oui, quand même, pour en dire une chose, ils avaient ce monde autour de Gaulle, avec des gens comme Jean Monnet, par exemple, qui était son commis, si vous voulez, d'achat pour les forces françaises combattantes, pour la France combattante, auprès des milieux financiers anglo-américains. Et lui qui d'ailleurs était girodiste, la preuve que les Américains et les Anglais avaient bien compris même si encore une fois je veux pas dire trop de mal de Giraud parce que c'est un type très admirable, et il faut voir la biographie croisée Giraud-de Gaulle, le nom de l'auteur m'échappe là, mais vous trouvez ça sans difficulté. Mais il se trouve quand même que Giraud était vraiment un très très bon militaire et un vrai patriote, mais De Gaulle avait pour principale préoccupation de mettre les Anglais et les Américains à la porte à l'issue de la guerre. C'était pas gagné. Il y a eu des conflits très très durs d'ailleurs dans l'affaire du Levant, donc la Syrie, Liban de l'époque, à la suite des échanges de tirs entre les Français libres et Français des forces de Vichy, de l'armée régulière, si vous voulez. De régiment de Légion d'ailleurs. Voilà. Et bien, 1941. Ouais. Ils se sont tirés dessus, et en fait les Anglais ont joué de cette partie-là pour essayer
de mettre la main sur les possessions françaises outre-mer. On se souvient tous de l'affaire de Mers-el-Kébir, la destruction de la marine française basée donc à Mers-el-Kébir par les Britanniques, et qui a déclenché par la suite une très très grande vague d'anglophobie et de la part des milieux français. C'était bien compréhensible. D'ailleurs, c'est une chose qu'on ne cultivera jamais assez. Passons. Ce groupe-là est marqué par ce culte de l'État. Et ils vont, d'une certaine manière, être mis à la porte, parce qu'on va appeler à ce moment-là, donc en 47, la troisième force. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le Parti communiste qui, à l'époque, représente 25% de l'électorat, qui est un parti très puissant, qui est un parti armé par la récente sortie des maquis. Mais dont le leader vient de dealer avec De Gaulle. Enfin, de trouver un arrangement, un modus vivendi. Absolument. Il faut savoir que Staline était... Je parle là de Monsieur Duclos. Hein. Bien sûr. Et c'est Monsieur Torres. Torres, pardon. Parce que Duclos était patron du Parti communiste clandestin. Oui, pardon. Et Torres s'était réfugié en Union soviétique. Voilà. Revenu de Moscou, puisqu'il était déserteur. Il était déserteur dans la guerre qu'on avait commencé à lancer contre l'Allemagne. D'accord ? Puisqu'on est au moment du pacte germano-soviétique. Le Parti communiste français, qui était véritablement un parti de l'étranger, était aux ordres de Moscou. La direction du Parti communiste décide de suivre les consignes de Moscou, qui est le pacifisme à l'égard des forces de l'Axe. Torres quitte la France, se réfugie à Moscou, revient en 45 dans les valises de Gaulle, on pourrait dire les choses ainsi. Oui. Et il y a un double pacte, un pacte national gaulo-communiste de cogestion, si vous voulez, de la question ouvrière, de la question sociale, de tout ce qui relevait de la vie nationale, et un pacte à l'international entre la France et la Russie pour essayer de ménager à la France une troisième voie. Alors ici, je veux pas galvauder les mots, parce qu'évidemment, c'est pas la troisième voie qu'on appelle de nos voeux, mais vous voyez bien la tentative, en tout cas, d'échapper à la logique des blocs, qui conduira plus tard De Gaulle à la sortie du commandement. Au non-alignement, etc. Et les discours de Phnom Penh, le discours de Mexico, le discours même au Canada, le discours de Montréal. Merci oui. PGL. Donc voilà, il y a une sorte de tiers-mondisme, enfin de non-alignement gaulliste qui se met en place progressivement. Dans ces années-là, mais par la suite aussi, je veux dire, on peut en trouver les traces dans les textes. Mais mon propos, c'est pas de dire ici du bien du gaullisme. Justement, on va rentrer un peu dans les égouts de cette République, principalement marquée justement par le gaullisme, et qui deviendra plus tard donc le gaullisme de la résistance, puis ce qui deviendra le gaullisme immobilier. Voilà. Et le gaullisme, plus largement, le gaullisme des affaires. Comment cela s'organise-t-il ? Il est mis à la porte en 47. De Gaulle démissionne, c'est son habitude. C'est un homme avec un très très fort tempérament et une très très haute idée de lui-même. Voilà, je laisse à chacun le soin d'en juger. Et en 47, il quitte le pouvoir dans l'espoir naïf qu'évidemment les gens se raccrocheront à sa vareuse en lui disant « Mais non, mon général, restez, vous êtes indispensable, etc. » On vous aime. Voilà. Mais cela ne se passe pas. Cela ne se passe pas du tout. Il retourne à colomber les deux églises, qui est une sorte d'ermitage pour généraux. Un laché, mais à plat. Voilà, si vous voulez. Laché lorrain. Eh bien, il se retire là, dans l'espoir secret qu'on le rappellerait, mais ça ne vient pas. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appellera donc les républicains indépendants, qui sont en fait la droite, issue de la droite d'avant-guerre, mais non gaulliste, c'est-à-dire en gros la droite vichiste, si vous voulez, pour faire simple, mais qui ne s'est pas déshonoré dans la collaboration, les modérés, les républicains indépendants et les démocrates chrétiens du MRP, en fait, constituent une troisième force entre le gaullisme et le communisme, qui gère évidemment, j'ai oublié, pardonnez-moi, les socialistes, les SFIO, évidemment. Donc, en gros, on a un gouvernement à la fois, enfin, on a un monde politique social-démocrate. C'est eux qui font en fait et défendent les majorités dans ce régime parlementaire et instable, qui a repris l'instabilité de la Troisième République. En fait, on repasse les plats quelque part. Absolument. D'ailleurs, c'est la Quatrième République. Dans le genre, on a tout compris, quoi. Oui, c'est un décalque de la Troisième République. C'est un appendice, c'est jugé comme tel d'ailleurs. Tout à fait. Donc, on est dans cette situation où les socialistes, les modérés, les républicains indépendants et les démocrates chrétiens, en gros le centre, si vous voulez, pour faire simple, parce que les socialistes à l'époque sont pas du tout ceux que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un mouvement sinistrogir très net avec le programme commun en 81, avec Mitterrand et l'alliance avec les communistes. Il faut savoir que les socialistes de l'époque sortent de la résistance, sont très très
au fait des comportements des communistes dans la résistance, à la fois les escadrons de la mort, comme le groupe Valmy, la collaboration avec l'occupant jusqu'en 1941, la reparution officielle de l'humanité jusqu'en 1941, jusqu'à l'opération Barbarossa. Les socialistes le savent très bien. Les socialistes aussi ont une vieille habitude, ça fait maintenant 20 ans qu'ils fréquentent les communistes dans les cortèges, dans les manifestations, dans le syndicalisme, etc. Et qui en fait, ils sont non seulement différents, mais également opposés, et radicalement opposés, à tel point d'ailleurs que beaucoup de ce qui s'est passé dans la collaboration s'explique par un rejet d'une partie de la social-démocratie de l'époque, du modèle communiste, et donc ils basculeront pour certains dans la collaboration active. Mais après-guerre, on en retrouve des socialistes qui sont très très anticommunistes. Par exemple, le parti auquel appartient François Mitterrand, ça y est, ça va échapper. L'Union des socialistes de la résistance, l'UDSR. L'UDSR. Voilà, l'UDSR, qui est un tout petit parti qui compte plus. Mais par contre, comme disait PGL, c'est un tout petit parti, mais c'est celui qui fait la pointe. Et c'est celui qui fait la pointe, et c'est lui qui fait et défait les ministères, comme vous le disiez à l'instant, PGL, et qui surtout compte, c'est une vraie armée mexicaine, il compte beaucoup de généraux et très très peu de militants. Bon, voilà. Mais c'est une gauche qui est quand même très très atlantiste, très anticommuniste, très marquée par la crainte d'un conflit avec le monde soviétique. Et donc ils ont une alliance de fait avec la droite atlantiste, avec la droite des indépendants, avec la démocratie chrétienne. Et cette troisième force va commencer à gérer la France, bon an mal an, jusqu'à l'incident, je veux dire, chuter sur la question. Elle sera très fragilisée par la guerre d'Indochine. Puis il y aura la question donc de l'Algérie. Les événements d'Algérie. Voilà, les événements d'Algérie vont avoir raison de cette quatrième République, mais de quelle manière? Et c'est là que c'est très intéressant. Et c'est là qu'on commence à voir dans quelle France nous vivons. Moi, ça fait 10 ans que je suis un militant politique. Je dois vous dire que j'ai pris quelques leçons de politique en préparant cette émission. J'espère que ce sera aussi intéressant pour les auditeurs que pour moi. Voilà comment les choses se passent. Le général de Gaulle est toujours reclus, donc il a quand même fait une longue traversée du désert. On est en 1958. Il fait une longue traversée du désert de 47 à 1958. Et les réseaux gaullistes s'agitent dans tous les sens. Mais comment? D'abord, pendant ces 10 années, il va y avoir un certain rapprochement avec ce qu'on va appeler les nationaux. Il va y avoir un rapprochement avec une droite extrême ou une extrême droite qui... il faut savoir que les cloisonnements étaient beaucoup moins forts qu'aujourd'hui. L'essentiel de la droite parlementaire était, par exemple, favorable à l'Algérie française. Donc ça fait des causes communes quasiment jusqu'au centre, si vous voulez. C'est comme si on disait de Hervé Morin jusqu'à Bruno Maigret. Même centre-gauche. Voire une partie du centre-gauche, voire même évidemment chez les socialistes, puisque Guy Mollet, lui, était le fervent partisan de l'Algérie française. Et François Mitterrand a beaucoup hésité sur la question. Et François Mitterrand, ministre de la Justice, rappelait encore la France... De l'intérieur. La justice, c'est la France. Qui a ordonné les exécutions, d'ailleurs. Il a également été ministre de la Justice pendant la guerre d'Algérie, oui. Et il a ordonné il a ordonné les exécutions à mort de militants algériens. Bien. Donc il faut savoir que 68, c'est un peu comme le rideau de brouillard qui nous brouille, qui rend illisible toute cette période. Mais rentrons encore un peu dans cette époque troublée. Il faut imaginer qu'il y a 2 millions de pieds noirs en Algérie. Il y a à peu près 3 ou 4 fois plus de ce qu'on appelait les Français musulmans. L'Algérie est départementalisée. L'essentiel de la communauté nationale, en fait, se désintéresse de l'Algérie, mais en même temps, si on pose la question comme ça à quelqu'un dans la rue, évidemment, pour lui, c'est tout naturel. L'Algérie, c'est la France. Bien. Et tous les réseaux gaullistes vont s'agiter pour ramener le général de Gaulle à la faveur, en fait, de cette agitation, mais qui est véritablement, je dirais, factieuse. Au sens où les gaullistes, à l'époque, qui ont un grand échec aux élections, puisque le De Gaulle, pendant cette traversée du désert, a constitué évidemment un parti qui s'appelle le RPF, le Rassemblement du Peuple Français, où on retrouve beaucoup de gens, d'ailleurs beaucoup de cadres intelligents du nationalisme, qui avaient, disons, échappé juste après-guerre au terrorisme intellectuel que faisait régner le Parti communiste, et qui se sont dit, là on est en train d'assister à la constitution d'une véritable force patriotique, de logique d'indépendance nationale face aux Américains et d'un possible chemin d'indépendance à l'égard des deux blocs. Donc on y retrouve des gens vraiment intéressants, des gens plus troubles, mais qui ne manquent pas d'intérêt livresque en tout cas, comme Raymond Aron,
On y voit des gens comme André Malraux, qui par ailleurs peut être un faussaire ou un falso, mais qui a écrit des ouvrages, je dirais, qui instruisent la jeunesse, comme La condition humaine, ou Les Conquérants, ou encore L'Espoir, ces récits sur la guerre d'Espagne, qui malgré qu'il était du côté communiste socialiste, était un témoignage intéressant. Bien, on voit à la fois une présence d'un pouvoir culturel, des militants très nombreux, un encadrement de type militaire, une habitude de la clandestinité, une habitude du combat de rue aussi, puisque les communistes à l'époque sont très forts. Voilà. Et en fait, on assiste à véritablement, et c'est une chose qui va marquer le RPR par la suite, et cette famille politique-là, la famille gaulliste, pendant très longtemps, et qui la marque encore un peu, qui est une culture très bonapartiste de la politique, qui est à la fois séditieuse et légaliste, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est la sédition au service des institutions. C'est une chose très équivoque, mais qui, en tout cas, a un style de travail assez brutal, assez caporaliste, et qui plaît beaucoup au tempérament de l'homme de droite. Disons les choses comme elles sont. Pour ne rien vous cacher, pour faire une petite parenthèse personnelle, moi c'est absolument pas ma tasse de thé, parce que j'y vois évidemment toutes les trahisons possibles, puisque un ordre, n'est-ce pas, c'est un ordre. Réfléchir, c'est déjà désobéir, etc. C'est tout à fait la logique de cette droite émeutière, héritière en partie des ligues d'avant-guerre, où on retrouve justement des personnalités qui ont été marquées par exemple par le maurassisme, ou qui ont été marquées par la rock, etc., qui se retrouvent un peu dans cette logique-là, et qui, de toute façon, réfléchissent fort peu, puisque la situation est très clivée, très conflictuelle. La situation, c'est on a affaire à un communiste qui, possiblement, pourrait fomenter un coup d'État. Voilà. C'est la crainte du coup de Oui, les jeunes générations ont du mal à imaginer ce que tu soulignais tout à l'heure, à savoir un parti communiste puissant, armé, organisé, reposant sur un socle militant pléthorique. Il y a vraiment des millions d'adhérents et de sympathisants. Et tenant également des organisations nombreuses qui innervent une partie de la société. Jeunesse, culture, université populaire, syndicats, c'est énorme, c'est un réseau énorme. Et c'était une véritable contre-société, comme le disent les chercheurs en sciences politiques, et qui en plus jouissait d'une alliance de fait, enfin, je veux dire, totalement avouée avec les puissances du bloc communiste. Et donc on avait vraiment une crainte d'une révolution communiste qui était aussi fantasmée, c'est-à-dire qu'elle était réelle, et il y avait vraiment une force en face, mais elle a été aussi très largement fantasmée, et elle servait de moteur de mobilisation en fait à cette famille de droite que j'ai qualifiée dans un article d'émeutière et sans doctrine, si vous voulez. Voilà, donc pour avancer un peu, cette droite très très marquée aussi par la culture de la résistance et des combats aussi en outre-mer, en Afrique, etc. Ce sont beaucoup d'anciens combattants, beaucoup de militaires, etc. Ils ont une double attitude à l'égard des institutions, c'est-à-dire à la fois ils se considèrent comme les meilleurs soutiens et les garants, voilà, la force sûre, si vous voulez, les éléments sains de la nation susceptibles de résister à la subversion communiste, et en même temps ils ont cette culture subversive, émeutière et qui les place en quelque sorte au-dessus ou au-delà. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont pris d'ailleurs cette habitude déjà dans la logique de l'exil à Londres et à Alger par la suite, c'est-à-dire la France, c'est un peu eux, si vous voulez. La France pourrait très bien se résumer à eux. Et surtout, ils ont été confrontés aussi à la subversion communiste, notamment en Indochine. On peut penser à l'ouvrage du général Chassin, qui a analysé très bien la nature du Viet Minh et la guerre qu'il menait. Donc, ils ont été aussi imprégnés par cette culture-là à laquelle ils ont été confrontés, qui se rajoute justement au phénomène que vous décrivez. Absolument. Je crois qu'il y a cet effet de miroir aussi avec les adversaires. Et on va retrouver ça d'ailleurs dans la guerre d'Algérie. J'y saute maintenant. En gros, le parti gaulliste, mais qui dépasse très largement le RPF, tous les réseaux gaullistes, tous les réseaux aussi nationaux-gaullistes, gaulo-nationalistes, comme on va les appeler, vont s'agiter dans la coulisse pour ramener De Gaulle à la faveur d'une sorte de pronunciamento militaire, en fait. Oui, complètement. C'est-à-dire, l'armée est totalement favorable à l'agitation de rue qu'il y a à Alger, puisque tout ça, ce sont des opérations de guerre psychologique menées menées d'une main de maître par les 5e bureaux en Algérie. Le 5e bureau, expliquez pour nos auditeurs. Le 5e bureau, il y a 4 bureaux dans tous les états-majors habituels. Donc, premier bureau, c'est l'état-major, le deuxième bureau, c'est le renseignement, le troisième bureau, je ne sais plus, le 4e non plus. Mais le 5e, donc, qui se surajoute au moment de la guerre d'Algérie, c'est ce qu'on appelle action et guerre psychologique. Voilà. Donc, c'est action sociale et action psychologique mêlée.
mais principalement l'action psychologique. En quoi cela consiste-t-il ? C'est simplement à lancer des stimuli dans la population et à l'amener en fait à des prises de position politiques par le biais à la fois de l'action sociale, de jeux sur les symboles, de manifestations, d'actions exemplaires. Et en fait, les 5e bureaux, comme le disait à l'instant Pégel, est né du décalque du modèle de la guerre insurrectionnelle, de la guerre subversive classique de type maoïste, marxiste-léniniste, maoïste, Viet Minh et très très grossièrement FLN, si vous voulez. Bien. Tout ce milieu à la fois militaire, la droite financière, ce que la gauche appellera la droite impérialiste, à la différence de la droite bourgeoise qui, elle, est beaucoup plus atlantiste, qui est moins axée sur la défense des intérêts nationaux, sur la défense de la présence française en Afrique, etc. Qui cherche plus à répondre à la question du patrimoine, du capitalisme paternaliste, etc. Voilà. La droite impérialiste, donc avec des visées véritablement de capitalisme transfrontalier, de force à l'étranger, etc., va se coaguler en fait autour de la personne du général de Gaulle, y compris les milieux pieds noirs qui, sauf exception, parce qu'il y en a eu quand même des gens lucides, vont en gros appeler le général de Gaulle comme homme providentiel, un peu comme ça s'est passé en fait au moment du vote des pleins pouvoirs à Pétain, puisque je rappelle qu'à l'époque, il y a un livre de Max Gallo qui le rappelle, qui s'appelle La 5e colonne, qui par ailleurs raconte beaucoup de bêtises, mais qui au moins rappelle cela, c'est que le maréchal Pétain avait créé autour de lui, avant le vote de ses pleins pouvoirs, un consensus, disons, de l'action française jusqu'au Parti communiste. Avec, encore une fois, quelques exceptions, comme des députés comme Yves de Kérali et quelques sceptiques, plutôt d'ailleurs conservateurs de tradition, qui vont se refuser à l'aventure, je dirais, césariste. Bon. Eh bien, De Gaulle va rejouer la même aventure, sauf que cette fois-ci, il va essayer de maquiller le coup de force par tous les moyens possibles, les moyens juridiques, les moyens constitutionnels, etc., pour que ça ne ressemble pas à la prise de pouvoir du maréchal Pétain. Mais en réalité, il s'agit d'un véritable coup d'État, ce qu'écrira Mitterrand par la suite en parlant du coup d'État permanent. Et ce que tous les gens en fait qui ont assisté à ces choses à l'époque ont bien compris. La gauche était critique, la droite y était favorable. Mais qu'on soit pour ou contre, dans tous les cas, on assiste bien à une sorte de pronunciamiento du général de Gaulle avec un aval de façade des grandes organisations parlementaires de l'époque. Il a fait une grande réunion où il a mis tout le monde. Il y avait donc le président du Conseil, tous les chefs de parti, etc. Et je crois qu'à l'exception des communistes, qui n'étaient pas conviés, tout le monde a avalisé en fait le retour du général de Gaulle. D'ailleurs, il aurait pu inviter les communistes parce que, si je ne me trompe pas, je pense que à l'époque, le pouvoir soviétique était totalement favorable à un retour de Gaulle en France, parce qu'il était moins favorable à la présence américaine que ne l'étaient les autres. Voilà, bien. Et puis le compagnonnage de la résistance avait créé des liens. Voilà, quoi qu'il en soit, De Gaulle revient au pouvoir à la faveur en fait d'une sorte de coup d'État d'extrême droite, si vous voulez, pour faire simple. C'est-à-dire que les éléments avancés du coup, c'est l'extrême droite de l'époque, donc c'est les milieux Algérie française, les milieux militaires qui étaient plus ou moins travaillés par des réseaux comme la Cité catholique. Donc c'est véritablement un coup de force, mais de réseaux, de différents réseaux, qui vont très très vite déchanter. C'est-à-dire que le général de Gaulle très rapidement va faire savoir qu'il est d'abord pour une solution négociée, puis pour l'indépendance. L'autodétermination à l'époque, puis en fait, clairement pour la négociation à tout crin, tout de suite, avec le FLN, alors que le FLN n'existait plus. Paix des Braves. Oui, paix des Braves, avec entre guillemets, hein. Avec un FLN qui n'existe plus en réalité. C'est tout le problème. Qui a été laminé militairement. Voilà, on avait essayé de ressusciter. L'armée a gagné sur le terrain. C'était à tel point que l'armée avait même essayé de susciter une troisième force, de ressusciter les réseaux messalistes, donc qui était le premier parti autonomiste algérien qui avait été étrié. Le MNA. Voilà. Messali Hadj. Voilà, le MNA, qui avait été étrié par le FLN au point qu'il était passé sous le radar, et qu'ils ont essayé de ressusciter ce truc-là artificiellement pour ne pas avoir à négocier avec le FLN tout seul. Et en réalité, là, on assiste à la première grande affaire, me semble-t-il. Je ne parle pas des affaires officielles qui sont dans tous les livres d'histoire et que tout pied noir... Alors, rentrons dans les égouts, allons-y. Ou que tout Français contre l'oubli. Qui s'intéresse à l'histoire peut connaître. On prend les masques. Donc, je ne parlerai pas ici de l'affaire algérienne et du largage de l'Algérie et du lâchage, du lâchage des pieds noirs et des harkis et de tous des Français musulmans qui avaient prêté main forte à la France dans ce combat juste contre le totalitarisme. Il s'agit ici de voir que une des grandes raisons pour lesquelles De Gaulle procède de cette manière avec le FLN et remet en selle des inexistants, si vous voulez, c'est que De Gaulle a en vue deux choses. D'abord, résoudre le problème de la présence française en Afrique, de manière générale,
Parce qu'il sait que nous sommes entrés dans une phase où tout cela nous coûte plus cher que ça nous rapporte, pour faire simple. Alors après, cela peut se discuter. Moi, je ne veux pas rentrer ici dans le savoir s'il a eu raison, tort, ou etc. Mais son objectif, c'était garder le pied partout, à peu près partout, quel qu'en soit le coût, à moindre frais. Et donc, il va évidemment être très, comment dirais-je, très sympathique quoi dans sa négociation avec les pays africains. L'Algérie elle-même, il arrive, la chose est déjà mal engagée, hein, il arrive en 58, ça fait déjà 4 années de guerre, mais il va liquider tout ça et il va le faire d'une telle manière qu'il va laisser le FLN violer tous les accords qu'ils avaient passés à Évian, quasiment tous les articles des accords d'Évian, pour une seule raison, c'est le nucléaire. De Gaulle veut sa bombe, et il a besoin, parce qu'il y a des études qui ont été faites, il a besoin du désert du Sahara pour tester la bombe et la finaliser. C'est là intervient. Oui, on rappelle que ça n'a pas été toujours mur et roi. Hein. Oui, absolument. Hein, les premières bombes, enfin la plupart des essais ont été effectués dans le désert algérien. Absolument. D'ailleurs, je le dis juste en incise pour donner un aspect peut-être plus festif, plus divertissant à l'affaire. Il y a un très beau film de science-fiction, PGL. Un très beau film qui était passé, je crois, sur Arte, si ma mémoire ne m'abuse pas, justement sur les essais qui avaient été faits au début des années 60, donc dans le Sahara. D'accord. Donc là, on parle d'un documentaire. Non, c'était un film, de fiction. Je pense qu'on parle du même. Moi, je pensais à un film qui s'appelait Djinn. C'est autre chose. C'est un film de science-fiction, enfin de fantastique. Oui, je l'ai vu aussi. Bon, fantastique, qui est pas mal, qui est sympathique, et où l'intrigue tourne un peu autour de ça. Voilà, je vous en dis pas plus, ce serait d'effleurer l'affaire, mais voilà. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, il y a un homme qui est de ces grands commis de l'État dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Guillaume, qui va être le père de deux des grands piliers de l'affairisme français et je dirais du pouvoir au-dessus de toute atteinte des citoyens et plus encore des révolutionnaires. Il va créer d'une part Elf Aquitaine, enfin ce qui deviendra plus tard Elf Aquitaine, qui au début c'est juste Elf, et d'autre part le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Il faut savoir qu'on va laisser le FLN massacrer et violer les articles, encore une fois, des accords d'Évian, parce que De Gaulle a besoin, parce qu'ils ont passé entre autres accords, que certaines bases aériennes et des bases pour la conception de la bombe atomique ont été concédées, pendant les accords d'Évian. Or, il est évident qu'on aurait pu négocier cela beaucoup mieux que ça, c'est-à-dire garder le Sahara intégralement. Enfin bon, tout ça, je rentre pas dans cette discussion, mais je veux dire par là que lui, ce qu'il voulait, c'était juste gagner quelques années pour pouvoir finaliser sa bombe et en fait complètement changer de braquet. C'est-à-dire que là, il a plus ou moins froissé l'histoire de France, si vous voulez, en faisant ça. C'est-à-dire, il s'agissait d'un changement tellement brutal qu'il y a des gens qui se sont retrouvés sur le quai, si vous voulez. Et il l'a fait pour fonder deux des grandes institutions qui seront au cœur des affaires d'État de la France. Elf d'une part, le CEA de l'autre, le Commissariat à l'énergie atomique. Et c'est ce type, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette génération, comme les gens comme Guillaume qui vont fonder ces deux grandes institutions, ont à cœur uniquement le service de l'État. Voilà, c'est vraiment c'est paradoxal et étonnant. C'est les moindres soldats du service de l'État. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose là-dedans d'assez déraciné, d'assez désincarné pour que la raison d'État en fait soit là, présente à tous les étages, si vous voulez. Donc c'est au prix de mensonges et d'hectolitres de sang sacrifiés à cette fin. D'ailleurs, c'est si vrai que les autorités se seront engagées à la fin des années 60 auprès des populations polynésiennes qu'il n'y aurait jamais d'essais nucléaires dans les archipels français du Pacifique. Évidemment, on sait très bien que les essais ont commencé le jour où ils avaient plus ou moins terminé ce qu'ils avaient à faire dans le Sahara. Et alors, comment est-ce que cela fonctionne ? Je vous disais, Guillaume, lui, c'est vraiment un grand commis de l'État. Il a pour seul objectif la grandeur de la France et son indépendance énergétique. Alors ça, c'est une des grandes tartes à la crème qu'on nous sert en permanence quand on parle de la question du nucléaire ou quand on parle aussi de la question du pétrole, l'indépendance énergétique. Seulement, quand on est indépendant énergétiquement, il faudrait aussi poser la question des ressources. C'est-à-dire qu'il faut se procurer le minerai d'uranium, par exemple. Et en réalité, c'est aussi une des raisons pour certaines des entorses que nous faisons en matière de politique étrangère. C'est la question du minerai d'uranium. On sait très bien que, par exemple, la région des Grands Lacs en est pleine.
Et sans dire que la France est coupable, contrairement à ce que racontent les complotistes de l'association Survie, dans le génocide rwandais, on voit bien qu'en fait, il s'agissait pour d'autres puissances de jouer aux échecs dans cette zone pour venir justement y prendre les minerais qui partaient plutôt à destination de l'Europe. Voilà, je ne m'étends pas. On va aussi avoir, donc, comme je vous le disais, la fondation d'Elf. Et Elf, en fait, sera la colonne vertébrale du financement de cette république gaullienne, gaulliste, qui commence en 1958 et qui connaîtra, je dirais, le saut final avec le référendum. Suite à l'attentat du Petit Clamart, De Gaulle fait un référendum pour proposer l'élection du président au suffrage universel, et il l'obtient. Et c'est ainsi que la France devient en fait une monarchie plébiscitaire, avec toutes les vertus qu'a la monarchie, c'est-à-dire la durabilité, le fait du prince, l'inaccessibilité du pouvoir, etc. Choses qui d'ailleurs ne désarmeront pas la gauche du tout. Je veux dire, la gauche fera campagne pendant 30 ans contre cette République. Évidemment, quand Mitterrand enfilera, non les bottes, mais les chaussons du général, oui, la couronne et les chaussons du général de Gaulle, il ne changera pas une ligne à la Constitution, mais on comprend bien pourquoi. C'est évidemment une Constitution qui est beaucoup plus avantageuse lorsqu'on l'incarne, enfin lorsqu'on en profite, en tout cas. Que quand on la combat, oui. Lorsqu'on la combat. Voilà, chacun aura compris. Elf sera le grand pourvoyeur d'affaires. Je ne sais pas si pour les plus jeunes de nos auditeurs, si le nom de Monsieur Sirvin évoque quelque chose. Mais Alfred, voilà. Ce bon vieil Alfred. Mais le bras armé, le bras armé des Godillots, comme disait Debray. Absolument, ce sera le bras armé en réalité de l'État gaulliste. Les gaullistes sont beaucoup plus des parasites d'État que des politiciens dans la combinazione italienne ou même française. Voilà. Mais alors, comment feront-ils justement pour parasiter l'État ? Eh bien, par bien des manières. D'abord, la première, c'est comme je vous l'ai dit, il y a cette culture du service de l'État qui se diffuse, qui se maintient, et ils vont la pérenniser en créant l'ENA. C'est la fille légitime de Debré, de Pierre Debré, pas Pierre Debré, pardon, de Michel Debré. Et par ce biais, en fait, il va créer une sorte d'anti-ordre de chevalerie, si vous voulez, dans lequel les jeunes pousses qui, comme lui, ont l'âme sèche dès les 20 ans, s'engouffreront pour devenir les paladins de cette État-nation fait de hauts commissariats, de ministères, de cabinets, etc. Voilà. Ça, c'est la première de leur réalisation. Alors, très concrètement pour nos éditeurs, qu'est-ce qui tombe dans ces égouts ? Quelles sont les premières... Alors, on va dire les premiers gros sandwichs dans lesquels la presse va mordre. Le tout premier, je dirais, c'est pendant la guerre d'Algérie, c'est les barbouzes. Les barbouzes qui vont être recrutés en fait pour contrer... C'est-à-dire que l'ennemi prioritaire, c'était le FLN la veille, et à compter des premières négociations avec le FLN en vue justement de conserver le Sahara pendant une vingtaine d'années pour finir les essais nucléaires et quelques choses de détail de ce genre. L'OAS, ayant perdu tout espoir dans toute solution venant de Paris, va tenter évidemment, il y aura plusieurs OAS, mais il y aura en particulier l'OAS militaire, va tenter le putsch des généraux en 61, qui sera couronné d'échecs. Et qui va finir dans une très très grande purge de l'armée. Beaucoup seront ventilés en Amérique du Sud, en Afrique noire où les indépendances sont en cours et où on va diluer le problème, on va diluer la tâche si vous voulez. D'autres partiront en prison, et puis une poignée aussi en mourra. Mais dans ce cadre-là, on va utiliser les cadres du RPF et le service d'ordre du RPF est tellement, si vous voulez, marqué par son attachement à l'Algérie française, y compris Michel Debré, qui lui, en fait, va avaler pas une couleuvre. Là, le général de Gaulle va lui faire avaler un boa constrictor. Un pneu. En lui faisant avaler l'histoire de l'Algérie française. Ouais. Mais ils ont tellement peu de foi, si vous voulez, dans leurs propres amis, dans leurs propres partisans, qu'ils vont aller chercher en fait des repris de droit commun, des repris de justice, des voyous qui avaient déjà voisiné avec le RPF et avec le mouvement gaulliste juste à la Libération.
puisqu'on sait que la Libération, il y a eu beaucoup de résistants qui étaient aussi des bandits de grand chemin, en particulier en Corse. Des bandes organisées, dans le Var, et dans d'autres lieux encore, à Lyon, à Marseille, à Paris également, puisqu'il y a eu en fait toute une la rue. Ouais, alors il y avait la rue Lauriston qui elle a fui, alors ce qu'on appelle la carlingue, c'est-à-dire avec y compris la brigade nord-africaine où c'était vraiment des zèbres de tout poil. Là, il y avait des brigands africains, enfin nord-africains, des coups-jarrets nord-africains, des flics sur le retour, des macros, des flics ambitieux, etc. Et puis des mecs qui ont cru, qui jouaient à la Gestapo à Paris, quoi. C'était. Et il y avait leur miroir. Et puis il y avait leur miroir dans la résistance qui étaient aussi des voyous comme Monsieur Jo qui est connu. Il y a des livres sur ce personnage. Il y a même des clins d'œil Je n'ai pas su de Louis de Funès. Oui, mais il y a des clins d'œil dans les dialogues d'Audiard à ce type de personnage. Oui, tout à fait, qui faisait à la fois du marché noir et un peu de bricole avec la résistance, qui en fait avait misé sur tous les chevaux, si vous voulez, qu'ils pouvaient pas perdre. Et puis il y a eu aussi des solidarités ethniques. Par exemple, les Corses, il y a des bandits corses qui avaient vraiment été dans la collabo, alors mais à fond qui avaient dépouillé des biens juifs, enfin vraiment des choses assez trash, et qui étaient partis en Amérique du Sud et qui ensuite on va retrouver dans ce qu'on va appeler la French Connection et qui en fait est un nom un peu usurpé parce qu'il faudrait parler uniquement de la Corsican Connection. Corsican Connection. Marseillano-Corsican Connection. Là, je recommande à nos auditeurs la lecture d'un livre qui s'appelle Les Parrains Corses. Les auteurs m'échappent là, mais ça se trouve en poche. C'est très très facile à trouver ça dans un moteur de recherche. Et on y voit les collisions avec le pouvoir. Ouais. Et ça se lit comme un véritable roman de policier. C'est un essai, hein. C'est un essai, mais ça se lit comme un roman policier, un roman de gare. Tout y est, le Borsalino, le trench coat, tout y est. Donc voilà, et on voit, et il y a évidemment des croisements permanents. Il y a des croisements permanents entre ce milieu corse et l'État. Et la politique, voilà. Il y aura la question, par exemple, du trafic de l'opium ou le trafic des piastres pendant la guerre d'Indochine. Il y aura les barbouzes et l'OAS et la récupération de certains soldats perdus de l'OAS au milieu des années 60. Le SAC, les liens entre les Corses et le SAC. Alors, le SAC, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que le SAC ? Le SAC, c'est le service d'action civique, qui est une organisation, en fait, qui va regrouper les anciens du service d'ordre du RPF, du général de Gaulle, et qui vont être regroupés par l'homme le plus puissant et le plus secret de la Ve République, qui s'appelle Jacques Foccart. Voilà. Qui s'appelle Coq de son vrai nom. Qu'on appelle Franck-Afrique et autres, mais pas seulement. Les réseaux Foccart. Voilà, qu'on appelait la Coche, ou la Foc, puisqu'il s'appelait donc Coq, d'un nom alsacien, et qui était donc un résistant qui a croisé le général de Gaulle uniquement lorsque celui-ci est revenu en France à l'issue de la guerre, et qui déjà sous l'occupation avait commencé plus ou moins les magouilles, si vous voulez. Et donc Jacques Foccart sera l'homme de l'Afrique du général de Gaulle et l'homme des coups tordus. Mitterrand avait l'habitude de dire pour le droit j'ai Badinter, pour le tordu j'ai ça y est, son nom m'échappe. J'ai Roland Dumas. Eh bien, disons que le Roland Dumas, si vous voulez, est pire encore de Gaulle. Foccart, non, parce que Dumas, il a le style des vieux lévriers, n'est-ce pas, de race, d'ancien régime. Voilà, il a de très belles chaussures, 1000 euros la paire. Oui, qui n'ont pas été payés par elle, contrairement à ce que raconte la légende. C'était un clin d'œil. Oui, j'avais compris. Mais le vrai homme de l'ombre de cette Ve République, ce sera Jacques Foccart. Son nom apparaît dans tellement de dossiers que chez moi, j'en fais des colonnes pour soutenir les plafonds. Voilà. Jacques Foccart, c'est l'homme à la fois des réseaux africains, donc à la fois, lui n'est pas franc-maçon, mais il faut savoir qu'il y a d'ailleurs le dernier numéro de l'Afrique l'intelligent attitré sur ces francs-maçons qui nous gouvernent, donc parce qu'il faut savoir que l'essentiel des gouvernements de l'Afrique francophone sont tenus par des francs-maçons. Alors je suis pas du tout dans le complotisme là, je parle de réseau, je parle de logique de pouvoir. C'est amusant d'ailleurs, Gbagbo et Ouattara sont deux francs-maçons. Ouais, je pense qu'ils sont pas de la même loge, mais non plus, mais voilà. C'est pour ça qu'ils sont affrontés. Oui, parce qu'il y a des guerres occultes, comme dirait le vieux baron, voilà. Julius. Il y a une guerre occulte en cours aussi en Afrique, mais disons que c'est important. C'est une manière en fait de cornaquer tout ce petit monde, c'est la franc-maçonnerie. Mais alors il y a d'autres réseaux, bien sûr. Il y a le réseau corse, puis il y a des réseaux de solidarité d'affaires tout simplement, qui d'ailleurs sont qui ont le point d'équilibre a basculé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la présence de ces réseaux en France était déterminante. Le pouvoir résidait à Paris, si vous voulez, à Paris et dans ses dépendances, Marseille, Nice, Lyon. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que les décisions sont au moins, sinon plus importantes, lorsqu'elles sont prises en Afrique.
concernant le pouvoir en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas devenir président de la République française sans l'aval de certaines coteries et de certains pouvoirs en Afrique qui, en fait, sont la base arrière occulte, si vous voulez, de la politique nationale. Voilà. Réservoir financier et de réseau. Voilà. Alors, pour rentrer maintenant dans les affaires à proprement parler, Focard donc monte ce service d'ordre, ce service d'action civique qui se donne pour objectif des objectifs très louables, l'action culturelle, l'action civique et l'action mais tout sauf politique. Bien. La voile de surface. Eh bien, que va faire ce réseau ? Il va être mêlé dans plusieurs affaires. Alors, il ne sera pas, lui, alors, par contre, contrairement à la légende, il ne sera pas mêlé à l'affaire de l'Algérie. Juste, je vous coupe, monsieur ouais. PGL. Monsieur K, pardon, non, c'était pour réveiller monsieur PGL qui était dans une méditation digne de la torpeur la plus longue. Il y a eu un reportage fiction fait sur Canal+ à propos du SAC qui était pas inintéressant, à plus d'un titre, notamment on en parlait avec l'ingérence des Corses, etc., qui date d'il y a quelques années, mais que l'on peut retrouver sur Internet. Il faudrait qu'on retrouve les. Je pense que les auditeurs devraient pouvoir retrouver ça, je pense, sur les plateformes de partage. C'est toujours intéressant. Le SAC, en fait, a beaucoup, et j'en parlais tout à l'heure, beaucoup recyclé des soldats perdus de l'Algérie. Il y a eu un moment, en particulier à partir de 1968. C'est paradoxal, c'est toujours étonnant ça. Mais en fait, parce que c'est des milieux très poreux. C'est des milieux très poreux. D'abord, comme je vous l'ai dit, il y a des solidarités infrapolitiques qui peuvent être ethniques, familiales. Il y en a militaires, etc. Il faut savoir quand même que 80 ou 90% des cadres de l'Algérie française, enfin de l'OAS militaire, c'était quand même tous des anciens de la France libre. Oui. Donc ça a été quand même, le réseau gaulliste s'est coupé un bras, si vous voulez, à ce moment-là. Bon. Et tout ça ne peut pas rester irrésolu trop longtemps. Donc on a recollé les morceaux. Et on a recyclé ce qui pouvait l'être. Les plus exaltés en général étaient plutôt encouragés soit à partir, soit ont été tués. Voilà. D'ailleurs, il y a eu des cas, on sait par exemple qu'il y a une des affaires, comme ça pour l'évoquer juste en passant, il y a le cas d'un couple qui est mort dans sa voiture et on sait qu'en fait c'était un porteur de valise qui était visé, enfin non, pas un porteur de valise, plus exactement un cadre du FLN qui était plutôt dans la branche financière du Front de Libération Nationale algérien, et qui a été tué par les services. Et on sait avec une quasi-certitude que ce couple, en fait, est mort parce qu'il avait le même modèle de voiture que la personne qui était visée. Voilà. Il y a des... D'ailleurs, alors ça, c'est le SAC ou pas ? Alors le problème, c'est que son environnement tout direct. Ça, c'est un peu nominal. Parce que le SAC est très, très branché sur les services et sur les forces de police. C'est à la fois... une solidarité de fond, parce que les forces de police en général sont plutôt loyalistes, sont plutôt pour les solutions de fermeté, etc. Et d'autre part, c'est la même mentalité de flic, si vous voulez, ficher les gens, parce que une des opérations qui a monté le SAC, je pense que la gauche ne le sait pas trop, enfin les gens ont oublié, mais il faut quand même savoir que les gentils gaullistes qui vous gouvernent, chers camarades gauchistes qui nous écoutez, Réflexe pourrait peut-être faire un dossier un jour là-dessus. Ça leur changerait un peu. Sur le fait que le SAC, alors ça n'a jamais été prouvé, mais en tout cas ça a été évoqué très très lourdement, avec un peu de sérieux, que le SAC fichait en fait un peu comme sur le modèle des dictatures latino-américaines du plan Condor, fichait l'ensemble des opposants de gauche qu'il s'agirait de circonvenir, si vous voulez, dans les premières heures, en cas de coup d'État. On pense ici aux frères d'un chanteur, par exemple. Alors lui, on sait très bien que c'est le SAC qui a fait le coup. Enfin, le SAC a servi de mise en alors, réseau. On parle ici du frère de Jean-Jacques Goldman, qui s'appelait Goldman. Pierre Goldman, qui était le chef du service d'ordre de la jeunesse communiste et des jeunesses étudiantes communistes en 67-68, et qui ensuite est parti en Amérique du Sud pour faire une belle carrière de braqueur dans les guérillas sud-américaines. Il faut savoir que le braquage était dans le modèle, si vous voulez, une modalité du financement de la guerre révolutionnaire sud-américaine et italienne. Accumulation primitive du capital révolutionnaire. Voilà, exactement. Bravo. Alors quand il revient à nous, il y revient pas pour de mauvaises raisons. Voilà, donc c'était une pratique de financement de la révolution qui était assez courante en Amérique du Sud. Évidemment, les pratiques révolutionnaires ici étaient plus bourgeoises, donc il détonnait un peu. Encore qu'il avait une très très grosse aura dans le milieu gauchiste. Il est même devenu une icône. Et puis il a braqué une pharmacie, plusieurs pharmacies. Ça a tourné mal. Il y a eu 2 morts, je crois. Je ne sais plus si c'est lors d'un seul braquage ou lors de 2 braquages différents. Non, d'un seul. D'un seul braquage. Voilà, il y a eu deux victimes, dont une pharmacienne, dont la pharmacienne, je crois.
et une organisation qui aurait signé son acte honneur de la police, puisqu'il y a eu une faute de La procédure, je fumée crois. en pleine rue. Voilà, l'a balle tué dans la nuque, non hein. loin de chez moi d'ailleurs, place Georges Génoc, une très sympathique place du 13e arrondissement. Ils l'ont assassiné. Alors là, on sait avec quasi certitude que c'était donc après le retour de Bizet, qui est le vrai patron du SAC, qui lui était Algérie française et qui donc avait été marginalisé au moment de l'affaire algérienne. Mais qui est revenu par la suite et qui a remis de l'ordre dans le SAC. Alors, C'est très bon, ça. Ouais. Pourriez-vous évoquer aussi rapidement, monsieur K, une affaire liée au SAC, la fameuse tuerie d'Oriol pour nos auditeurs? Non, j'y ai pensé. Alors parce que... c'est l'affaire qui va mettre fin au SAC. C'est en 1981. Le Parti socialiste vient d'arriver au pouvoir. Un officier la tuerie d'Oriol. Ouais, un officier de police, membre du SAC, ainsi que 6 membres de sa famille et des amis. Donc il y avait aussi un voisin qui était présent. Ses enfants, sa femme. Voilà, il y avait un c'est enfant une de horreur, 7 ans. hein, Il y avait en particulier un enfant de 7 ans. Mauvais endroit, mauvais moment. Qui ont été littéralement massacrés. Oui, massacrés. Mais vraiment, c'était une boucherie qui a laissé la presse absolument pantoise et qui vraiment a marqué Moi, les je m'en imaginations. souviens encore, hein, à la télé. Mais ça a horrifié la France entière. Eh bien, cette histoire-là, en fait, c'était un règlement de compte interne au SAC, c'est-à-dire que cet officier de police avait voulu quitter l'organisation, peut-être pour négocier certains de ses secrets auprès de la gauche qui venait d'arriver au pouvoir, ou en tout cas avait marqué une distance avec l'organisation qui a conduit à ce massacre. Évidemment, c'est toujours la même rhétorique. Ce sont des éléments, comment dire, des brebis galeuses, etc. Incontrôlés. Voilà. Mais c'est sans doute vrai d'ailleurs. C'est sans doute très vrai pour une très large part, mais ce n'est pas le problème. C'est qu'il faut savoir que depuis 1947, le monde gaulliste s'entretient avec le milieu, avec le mi-temps, quoi, avec ce qu'on appelle le milieu, des liens plus qu'ambigus et prononcés, et prolongés. Mais il n'est pas le seul. Le Parti socialiste aussi aura sa part des affaires. On sait que Gaston Defferre était très proche des Guérini, qui aujourd'hui contrôlent la ville de Marseille. Enfin, contrôle en tout cas petit souci, semble-t-il. Qui contrôle quand même le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Et les marchés publics du BTP. Il faut savoir qu'il y a 3 générations, ils étaient des petits marchands de noisettes, enfin en Corse. Ils étaient misérables comme c'est pas possible, et ils ont fait une guerre contre une autre grande famille du mi-temps marseillais pendant l'entre-deux-guerres, qui elle avait basculé du côté de Doriot, et que cette guerre s'est continuée pendant l'occupation, et que à la libération les autres ont pris la place, mais ils faisaient la même chose tous les deux, c'est-à-dire qu'ils tapaient les gonzesses pour les mettre sur le trottoir, ils faisaient du trafic de drogue, etc. D'ailleurs, on le sait pas, mais la prison des Baumettes a été construite pendant la guerre par les Allemands pour purger Marseille, qui était devenu un véritable chancre du crime, et qu'il y avait des plans de réorganisation urbaine, d'assainissement, parce que vraiment Marseille était devenu le chancre de la Méditerranée. Bien, mais je reviens maintenant à notre période plus récente. Le drame d'Oriol, le massacre d'Oriol va mettre fin au SAC. Il y aura la mise en place d'une commission parlementaire qui d'ailleurs fera le silence sur beaucoup de choses. Puis aboutira et qui aboutira simplement à la dissolution du SAC, qui en fait avait déjà beaucoup perdu de sa superbe. D'accord. Alors justement, quelques années avant la tuerie d'Oriol, il y a une affaire qui a rebondi il n'y a pas longtemps à la publication d'un livre qui a fait un peu de bruit, Le Dormeur du Val. Donc c'est la fameuse affaire Boulin. Voilà. Pouvez-vous l'aborder Alors ça, c'est peut-être la première grande affaire médiatique. Alors attendez, ça c'est la plus grosse, selon moi, c'est la plus grosse affaire, et c'est vraiment, le cadavre est au milieu de la table, et c'est comme si personne ne voulait le voir. Mais ça fait 30 ans que ça dure. L'affaire Boulin, c'est quoi? Monsieur Boulin est un compagnon de la Libération, vraiment un ami de De Gaulle, un vrai gaulliste historique. Un de ces grands commis de l'État. Absolument. Mais alors Boulin, l'abnégation, la France au cœur, etc. Absolument. Boulin était à la fois, donc il était originaire de la région bordelaise, de ces familles, vous savez, vraiment terriennes, avec des vignes. Voilà, quelqu'un de bonne éducation, de confession chrétienne, qui par la suite, au cours de sa carrière politique, épousera la maçonnerie. Il rentrera à la Grande Loge de France, de rite anglais. Et il fera une très très grande carrière de serviteur de l'État, lui aussi, un peu à la manière de Michel Debré. Il sera le plus long ministre en exercice de la Ve République, et en fait il sera le plus long ministre en exercice depuis Colbert. C'est-à-dire que faut quand même imaginer ce que c'est. Moi, je suis pas gaulliste, mais éminent patronat. Vous voyez on est un peu plus haut que Juppé, quoi. Non, voyez un peu le niveau. On est un peu au-dessus. C'est pas difficile. Non, là, quand même, je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs là-dessus. Faut voir un peu le niveau du gars. C'est-à-dire, c'est un gars qui
a mis sa vie au bout de ses idées, qui s'engage pour la libération du territoire national, qui ensuite, en toute humilité, se met au service général, avec toute cette logique, vous savez, De Gaulle parle, c'est oui mon général, c'est oui, c'est non. C'est un homme intègre. C'est un homme intègre. Pour en donner quelques preuves. C'est tout de même un franc-maçon. Non, mais Lieutenant. Ah ben moi, je suis désolé, hein, je garde un neurone parano vis-à-vis de ces gens. Qu'est-ce qu'il... Non, mais c'est très sérieusement, je crois qu'il était vraiment en quête spirituelle, il est rentré là-dedans. Bon, c'est pour moi, c'est dérisoire, mais il était véritablement en quête spirituelle dans son âge mûr. Eh bien, cette personne qui est avec une vie familiale équilibrée, on ne lui connaît pas de maîtresse, on ne lui connaît pas d'histoire, on ne lui connaît pas de vie cachée, de double vie. Bon. Et donc il a peu de prise. On a peu de prise sur lui. Voilà. Absolument. Que fait cet homme? Il est nommé par le général de Gaulle juste en 62 ou fin 61. Il est nommé par le général de Gaulle. Donc l'affaire algérienne est réglée. Ministre quand même rapatrié, faut oser quand même. Ça c'est un truc qui vous carbonise une carrière politique définitivement. Oui. C'est comme si on disait aujourd'hui, oui. Je sais pas moi, ministre de l'immigration, vous voyez, c'est un peu le même genre. Ouais, quoi. c'est un truc tendu. C'est un truc dangereux. Bon. Ou je sais pas moi, ministre de l'éducation nationale avant une grande réforme. Si t'as pas une femme maghrébine ministre de l'immigration, c'est dangereux. Tendu. Voilà. C'est tendu quand même. Hein. Donc je veux dire, en plus il faudrait vraiment poser les choses vraiment. C'est que là il y a 2 millions de rapatriés, c'est une chose sérieuse, lourde. Oui, mais il accepte la mission du général de Gaulle. Ensuite, il va être nommé alors qu'il était ministre des Finances. Il va accepter d'être nommé au ministère du Travail, qui est quand même un endroit où on est moins protégé, on a moins de pouvoir. Et à l'époque, comme on l'a signalé en début d'émission, on a un parti communiste et des syndicats extrêmement puissants et lourds dans les négociations. Confrontés à la crise. Hein, absolument. Et c'est du frontal. Donc, on est sur du frontal. C'est pas une sinécure. Absolument, c'est pas une sinécure. Il est ministre donc de Gaulle d'abord, puis de Pompidou, puis il le sera également sous Giscard. Bien. Il est ministre du Travail sous Giscard d'Estaing, et Giscard d'Estaing arrive au terme de son mandat. On sait que Raymond Barre baisse drastiquement dans les sondages. Vraiment, il est au plus bas. Raymond Barre, l'homme de la rigueur. Hein. Donc nous sommes en 1978. Raymond Barre, Premier ministre, hein, on rappelle. Oui, Raymond Barre, Premier ministre. Robert Boulin, lui, est réputé comme étant un vrai gaulliste. Un gaulliste historique, issu de la résistance, issu de la France libre, etc. Bien. Robert Boulin, en plus, a un très bon patronage, une très grande amitié avec un homme puissant de l'époque et un homme important dans la famille gaulliste, qui est Chaban-Delmas. Chaban-Delmas, lui aussi, compagnon de la Libération et gaulliste historique. Et il y a là un jeune, qui n'est plus si jeune, mais qui a été un jeune secrétaire d'État, Jacques Chirac, qui lui n'est pas de cette génération, d'accord, qui en fait participe Il arrive dans tous les sens du terme. Qui arrive progressivement, cette génération qui en fait renouvelle, si vous voulez, la famille gaulliste, mais qui en fait procède d'un glissement. Chirac sera un des principaux soutiens de Pompidou contre Chaban-Delmas et contre les gaullistes historiques au moment de l'arrivée de Pompidou à l'Élysée, qui en fait n'est pas un homme du clan, c'est pas un homme de la famille. Il a pas fait la guerre. Non, il a vendu l'humanité, voilà. Et puis je crois que Pompidou, je parlais pas de Chirac, je parlais de Pompidou. Pour moi, Pompidou était plutôt d'une droite d'avant-guerre, très classique, très bourgeoise et je pense qu'il était vichiste comme 40 millions de Français, il était pétainiste comme 40 millions de Français, et voilà, basta. Mais il ne portait pas avec lui la légende gaulliste de la résistance. Bien. Et Chirac soutiendra Pompidou, alors que Boulin, lui, il sera plutôt favorable à une candidature vraiment gaulliste autour de Chaban-Delmas. D'ailleurs, on se souvient pour ceux qui étaient encore, ceux qui étaient de ce monde. Société, hein, voilà, la nouvelle société de Chaban-Delmas. Chaban-Delmas a été le candidat à la présidentielle des gaullistes à un moment donné, mais il a été trahi par Chirac, qui a été se jeter dans les bras de Giscard d'Estaing, qui lui est de la famille républicain indépendant, ce qui deviendra plus tard l'UDF, qui sera le parti constitué par Giscard autour de lui, avec cette troisième force dont on a parlé en début d'émission, c'est-à-dire les républicains indépendants, les chrétiens démocrates et les modérés. Une droite orléaniste honteuse. Une droite financière, bourgeoise, patrimoniale, il faut voir qu'à l'époque, il y a vraiment que deux droites, il y a deux courants à la droite, il y a la droite gaulliste qui a écrasé toutes les autres droites, et il y a une droite, disons, bourgeoise et, comme tu dis, orléaniste. Voilà. Donc, septennat de Giscard d'Estaing, 74. Giscard. Chirac, Premier ministre pendant 2 ans. Quitte. Il mettra en place d'ailleurs le planning familial, non Oui. Au devoir de mémoire. Merci. Chirac quitte le gouvernement, il est Premier ministre de Giscard, il quitte le gouvernement pour prendre la tête pour recomposer en fait un vrai parti gaulliste autour de lui. Seulement autour de Giscard, il y a des gaullistes historiques. Il y a par exemple Boulin.
Robert Boulin, qui lui, en plus, a l'antériorité de la résistance et le caractère historique. Et puis, quand même, c'est 16 ou 17 années au service de la France. Bon, comme ministre. Il est connu comme étant un homme intègre, il est connu comme étant un homme de dossier, un homme de travail. Quoi. Total. Alors, que fait Giscard ? Giscard se rend dans la ville de Boulin, ça y est, le nom m'échappe maintenant, pardonnez-moi, c'est dans la région du Bordelais, peu importe. Ce sera facile à retrouver. Il se rend donc dans la ville de Boulin pour faire une annonce. C'est juste avant les vendanges et il annonce que il y aura sans doute de très belles vendanges, que l'espoir naît de la vendange pour le viticulteur. Il espère que la vendange sera bonne aussi pour la France. En gros, il envoie des signaux à peine voilés à la presse et à l'opinion que Boulin est pressenti pour devenir son nouveau Premier ministre. Barre, qui lui est un technocrate, qui est vraiment l'homme de la rigueur et au plus bas dans les sondages, et il faut le remplacer pour essayer de retrouver un peu la cote, en vue aussi de ressouder les deux droites, donc la droite orléaniste derrière Giscard, et essayer de grappiller un peu de ces gaullistes que Chirac voudrait emmener derrière lui, n'est-ce pas, en sonnant sa flûte, là, et qui est en train de fonder le RPR. Chirac fonde le RPR, il prend d'ailleurs l'UDR vraiment à la hussarde, ce qui provoquera la colère de Boulin. Avant de fonder le RPR, Chirac s'empare du parti gaulliste par la force, en faisant un vrai coup interne. Boulin sera furieux, démissionnera et ne reprendra sa carte que 2 ans après. C'est-à-dire il y a vraiment, à la fois sur la candidature... Des fractures. Voilà, il y a des fractures anciennes, à la fois de génération, des fractures sur la question du soutien ou non à Pompidou, puis du soutien ou non à Giscard. Donc des fractures anciennes. Et Chirac voit d'un très mauvais œil, Chirac est évidemment son barbouze de service. Pasqua. Vieux Charles Pasqua. Qui est déjà là. Qui est déjà là et qui, en fait, à l'époque, évidemment, plus tard, Chirac et Pasqua se fâcheront, mais à l'époque, ils sont un binôme d'acier que rien ne saurait dissoudre. Et Pasqua tient le sac dans sa main, puisque Focard, maintenant, est un vieil homme, il est toujours de la partie. Focard sera conseiller de tous les présidents, à l'exception, évidemment, de François Mitterrand. Encore que, si on fouille bien, on verra que Mitterrand avait quand même des Focardiens dans ses réseaux france-africains. J'ai pas le temps d'évoquer ici les affaires de la gauche, mais elles existent aussi, encore que moins nombreuses. On fera une seconde émission, parce que je pense qu'il y a matière on fera les égouts 2, le retour, le retour du limon. Et j'en finis alors avec Robert Boulin. Que se passe-t-il avec Robert Boulin ? Robert Boulin est donc candidat à Matignon. Il est flatté de la proposition que lui fait Giscard. Il est plutôt pour continuer le travail qui a été commencé. Et Chirac est vraiment dans une logique de destruction de l'œuvre giscardienne. C'est-à-dire que Chirac fait une politique de la terre brûlée. Il va passer toute la fin du septennat de Giscard à faire monter la pression, à faire monter l'hostilité verbale jusqu'à un point d'incandescence extrême où il va dire, lors de l'appel de Cochin, Giscard, c'est le parti de l'étranger, avec des accents presque maurassiens dans l'appel de Cochin de Chirac, qui est hospitalisé donc à Cochin, et qui lance cet appel et qui veut vraiment lancer une dissidence à droite, évidemment en faveur de sa candidature, non pas à Matignon cette fois, vote pour Mitterrand. Mais alors j'y viens. Chirac est tellement fâché et tellement aussi, préoccupé par sa propre élection à la présidence de la République, qu'il se dit mieux vaut faire perdre la France et mon équipe de la droite d'affaires. Là, pour le coup, c'était Giscard qui la menait. Faire perdre cette droite-là, qui n'est pas la droite Chirac, en faisant voter Mitterrand. Ce qu'il fera, il donnera des consignes très fermes partout en France. Oui, maintenant, c'est notoriété publique, pardon. Quand les gens appelaient aux permanences du RPR, les gens donnaient des consignes pour faire voter Mitterrand. Voilà. Eh bien, mais dans l'intervalle, avant que nous en arrivions là, il y a eu l'os Boulin. Voilà. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Robert Boulin, qui est cet homme intègre, cet homme qui a la légitimité, va peut-être accéder à Matignon. Si une chose comme ça arrive, le plan Chirac s'effondre, clairement. Boulin est plus légitime que lui. Il détruit complètement la stratégie de Chirac, qui était de faire rompre les gaullistes avec le pacte, disons, qu'ils avaient passé temporairement avec la droite orléaniste, la droite Giscard. Mais seulement, pour détruire le plan de Boulin, il faut le discréditer. Ah, ça, c'est la grande habitude. J'ai pas le temps de le détailler, mais la grande habitude de cette droite que je vous ai dit tout à l'heure, émeutière et un peu barbouzarde et prête à tous les coups fourrés pour y arriver, parce que la légitimité, finalement, ils ont une légitimité historique qui dépasse la légitimité des moyens, n'est-ce pas ? La fin, là, en l'espèce, justifie les moyens. Eh bien, la fin qu'ils poursuivent, eux, c'est mettre Chirac aux affaires. Arriver tous ensemble, toute l'équipe là, des barbouzes à lunettes noires là, autour de Chirac et de Charles Pasqua, les Clark Gable et les tontons flingueurs, tous réunis pour s'emparer de l'Élysée. Il y a un obstacle sur leur chemin, c'est Robert Boulin, qui lui est un simple père de famille, consciencieux et au service de l'État.
Incorruptible. Mais, alors justement Jacques Foccart, qui est l'homme de tous les coups fourrés, je vous l'ai dit, et qui sera l'ombre tutélaire au-dessus de Jacques Chirac. Je crois que Foccart va mourir en 2001 ou 2002. Vous voyez, donc il sera vraiment là jusqu'au bout. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va en fait encadrer Boulin. Il va lui mettre un chaperon. Boulin, lorsqu'il revient pendant la guerre d'Algérie, il est mis sous protection puisqu'il y a des risques d'attentats contre lui et sa famille puisqu'il est ministre rapatrié. On le met dans un immeuble, si vous voulez, mais qui est un immeuble de la fonction publique, dans lequel on met des grands fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. Bien. Et on lui met, à l'étage du dessus, une dame qui est originaire de la même région que Madame Boulin, qui est une amie d'enfance, qui a vraiment un profil à la Mata Hari, hein, et qui donc est dans les bras d'un monsieur qui est un des meilleurs amis de Jacques Foccart et qui sera son associé et pendant la Résistance et après. Et ce monsieur est un peu un nègre fin, si vous voulez. Voilà, il a fait des coups tordus avec Foccart, sans Foccart. Voilà, c'est un homme de l'ombre qui n'apparaît pas, mais qui est connu comme appartenant au réseau du SAC, d'ailleurs, appartenant au réseau Foccart. Bien. Et ce monsieur va progressivement, par le biais de sa femme, inciter Madame Boulin à faire l'acquisition d'un terrain à Ramatuelle, quelques hectares de garrigues pour y construire leur maison, parce que les Boulins n'ont pas grand-chose, mais ils ont mis de côté pour construire une maison familiale. Et voilà que les Boulins s'embarquent dans l'achat de ce terrain, et ce monsieur va en fait monter, enfin l'histoire des terrains sera ce qu'on appelle dans les services une cabane, c'est-à-dire que l'objectif, c'est mettre Boulin dans une situation où sans le savoir, il est déjà dans une embrouille. Les terrains ont été vendus plusieurs fois, sans être inscrit chez le notaire comme ayant déjà été vendu. Boulin va demander la régularisation de cette situation et l'aigrefin aux mains de Foccart va émettre un chèque qui, dit-il, a été endossé par Boulin. L'histoire est évidemment sans doute fausse, puisque l'objectif c'était compromettre Boulin. Pourquoi ? Pour pouvoir justement nuire à sa candidature au poste de Premier ministre afin qu'il ne compromette pas le plan Chirac. Boulin se fait embobiner dans l'histoire et progressivement, au fur et à mesure que l'échéance s'approche, les histoires commencent à sortir dans la presse. Minute, la presse d'extrême droite jouera là les porteurs d'eau et les idiots utiles, et le canard enchaîné qui, de toute façon, comme on le sait, roule toujours un jour pour l'un, un jour pour l'autre en fonction des enveloppes qu'il reçoit des uns et des autres. L'affaire éclate, mais elle fait pchit. Ça ne marche pas. Boulin a tous les moyens de prouver son innocence. Il passe sur l'antenne d'Europe numéro 1, se défend, et il menace. Et là, il commet une erreur. Là, il commet une très grave erreur. Boulin fait savoir qu'il en sait plus et qu'il ne peut pas le dire à ce micro. Et là, il commet une très grave erreur parce que c'est comme sur le perchoir de la Convention nationale lorsque les conventionnels autour de Robespierre, et particulièrement Robespierre, lancera des menaces. En faisant cela, il menace tout le monde. Et en fait, il crée une sorte de conspiration des coupables, si vous voulez. Voilà. Mais il dit quand même qu'il a des biscuits et il commence à faire savoir autour de lui qu'il va se défendre, qu'ils veulent le tuer. Il le dit déjà à ses proches, à sa famille. Ils veulent me tuer. Alors, les gens comprennent politiquement. Mais on sent que quand même c'est très tendu et sa femme, elle y croit. Elle commence à entendre ce qu'essaie de lui dire son mari, qui est un homme très réservé et qui n'est pas du genre alarmiste, vous voyez. Puis c'est un homme en plus qui a déjà mis sa vie en danger, donc c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Donc les gens autour de lui ont du mal à saisir le message. Mais quoi qu'il en soit, Boulin est menacé dans sa vie parce qu'il possède des dossiers. Il est passé au ministère des Finances et du Budget, et c'est là que se décident toutes les affaires de corruption. Pour faire très simple, à l'époque, les commissions sont légales. On a le droit de corrompre un pouvoir étranger pour vendre des canons, c'était légal. La France n'avait pas encore signé, elle l'a fait en 99, la convention de l'OCDE interdisant les commissions sur les armes. Par exemple, sur les armes, les avions, les frégates et les sous-marins Karachi, etc. Voilà, mais sous-marins pakistanais. Hein. Mais les rétrocommissions étaient quand même illégales déjà. Mais ne serait-ce que les commissions, la pratique des rétrocommissions était déjà un fait. Mais la commission était légale. Et donc, elle devait être validée par le ministre du Budget et des Finances. Or, Boulin l'avait été. Et à ce moment-là, il avait donc eu accès à la validation, si vous voulez, de certains dossiers de validation de commission pour des ventes d'armes. Il avait également été ministre de la Santé. Et à ce moment-là, il y a un aigrefin, pareil, d'origine roumaine, qui est sans aucun titre, propriétaire de plusieurs cliniques d'État qui ont été privatisées et dont il dispose pour faire toutes sortes de financements occultes et financements politiques.
Et ça, évidemment, en tant que ministre de la Santé, il le sait, et donc il dit, vous avez voulu me salir sur une histoire que vous avez montée de toutes pièces. Encore que je ne sais pas s'il avait bien compris qu'il avait été embarqué dans cette histoire uniquement à des fins politiques, mais peu importe, parce que je crois que même sa fille ne l'a pas encore compris, ça. À la lecture du livre de la fille, on voit qu'elle n'a pas encore saisi l'étendue de la conspiration contre la vie de son père. Mais Boulin comprend quand même qu'il y a un coup qui a été monté contre lui, donc il va au ministère et il va chercher des dossiers. Et que se passe-t-il à ce moment-là ? Il a rendez-vous avec un intermédiaire, avec la presse, parce qu'il veut mettre la presse de son côté. Et le problème, c'est que cet intermédiaire travaille pour la banque d'Elf-Aquitaine, et donc c'est-à-dire que Boulin, en fait, va balancer sur les réseaux auxquels il demande de l'aide sans le savoir. Cet homme... Il est dans la gueule du loup. Il est dans la gueule du loup. Et il va à un rendez-vous, son officier de protection des hautes personnalités ne l'accompagne pas, il est chez lui, son collègue ne l'accompagne pas, étrangement, et il va avoir un rendez-vous quelque part dans l'après-midi du côté de Fontainebleau, près Rambouillet. De Rambouillet, excusez-moi. Rambouillet, Non, pas Fontainebleau, de Rambouillet, dans la forêt dans le bois de Rambouillet, près de l'étang rompu. Et là, il n'en reviendra pas. Il est retrouvé noyé, dit la version officielle, noyé dans 40 cm d'eau, 50 cm d'eau, alors que visiblement, son visage montre toutes les traces d'une lutte, d'avoir en fait plus exactement d'avoir été l'objet d'une séance de torture afin sans doute de lui soutirer des renseignements. Tout laisse penser que la noyade, il n'y a pas eu d'expertise des poumons. Toutes les viscères sont introuvables. Il y a 75 anomalies dans cette affaire. Puis il y a des pièces du dossier qui ont disparu. Oui, bien sûr. Il y a des pièces de dossier qui ont disparu, il y a des pièces qui ont été détruites, il y a des pièces qui ont été volées délibérément, etc. Il y a 75 anomalies uniquement sur le dossier Boulin. Il faut lire, vraiment c'est intéressant, lire le témoignage de sa fille, le dormeur du Val, où la famille a cru au début à la thèse du suicide. Ce qui en fait nuit beaucoup maintenant à sa défense, parce que le frère même de sa fille, donc enfin le fils de Boulin, a même écrit un livre où il a essayé de s'expliquer à lui-même les raisons du suicide de son père. Or le problème, c'est qu'évidemment, on ne peut pas imaginer qu'un ministre en exercice, sous la protection de la police ça nationale, nous en rappelle d'autres, hein. En exercice, possible premier ministrable meurt. Mais moi, je suis né dans une France où Boulin n'existait pas. Boulin est je vous l'ai dit tout à l'heure, le cadavre au milieu de la table. Oui, mais Bérégovoy en est un autre. Bérégovoy en est un autre. Qui n'excite personne non plus. Hein. Bérégovoy en est un autre, mais alors dans le cas de Bérégovoy, il y a encore des gens qui essaient de faire prospérer le doute, si vous voulez. Sur le cas Boulin, il n'y a aucun doute. Ce type il y a eu de l'agitation, il y a des témoins, des gens qui habitaient autour, qui n'ont jamais été entendus par la justice ou par la gendarmerie ou par la police. La gendarmerie a été dépossédée du dossier le matin de la découverte du corps de Robert Boulin. Le Premier ministre de l'époque, Raymond Barre, a quand même dit dans un témoignage en 2005, enregistré par France 3, ils ont assassiné Boulin, puisque Raymond Barre savait à 2 ou 3 heures du matin que Boulin était mort. Robert Boulin était retrouvé à 9h moins le quart le lendemain. Comment est-ce possible ? Comment est-ce que on peut être informé de la mort de quelqu'un et on est informé même qu'on a retrouvé le corps dans l'étang rompu, alors même qu'il n'est pas encore officiellement retrouvé ? Un certain Claude Guéant aurait été peut-être le permanencier au ministère de l'Intérieur ce soir-là. Le beau-fils de Robert Boulin s'est rendu ce soir-là au ministère de l'Intérieur où il avait des collègues puisque lui travaillait au cabinet de son beau-père. Et il a eu l'impression, comme la personne qui l'accompagnait, que à la fois chez le Premier ministre et au ministère de l'Intérieur, tout le monde était déjà au courant que Boulin était mort. Mais c'est pas la seule personne à avoir été au courant, Raymond Barre. Toute l'administration publique a été mise au courant dans la nuit que Robert Boulin était mort. Et il y a même eu de l'agitation, disent certains témoins qui étaient sur place, qui habitaient autour de l'étang, puisque on a sans doute déposé le corps de Robert Boulin par hélicoptère. C'est-à-dire qu'il y a des moyens de souveraineté qui ont été... Parce que personne ne peut survoler, je pense, l'Île-de-France, hormis les services de l'État, qui disposent d'hélicoptères comme ça pour transporter un mort. Voilà. Donc là, on assiste vraiment à une barbouzerie de très très haut vol, qui était quasiment camouflée à la jeunesse de France. Enfin, moi, j'en ai pris connaissance cette année par la sortie de ce livre. Et c'est une chose extravagante. Moi, je me rappelle vaguement. C'est vrai qu'après, j'ai revu sur le site de la FIL, il y a le journal télévisé, les émissions de l'époque. Moi, je m'en souviens à l'époque. Boulin, le mot Boulin résonne dans ma tête. Le matin même. Bon, à l'époque, je ne réalisais pas ce que c'était. Bon, le matin même, avant même qu'un médecin n'ait vu Robert Boulin, il était déjà... la thèse déjà du suicide était totalement validée et on avait dit qu'on avait retrouvé des barbituriques dans son corps. Or, on n'a jamais retrouvé de barbituriques dans son corps. On a retrouvé des traces de diazépam, qui est en fait un médicament dont on se sert plutôt lors d'interrogatoires
pour amollir la volonté des gens. Mais il n'y a pas de barbiturique dans son sang. De la même manière qu'on a retrouvé son corps dans une position qui n'est pas du tout celle d'un suicidé. Il est impossible, j'ai envie de dire, de se suicider dans 40 cm d'eau. Je veux dire, c'est physiquement une impossibilité. Parce qu'on peut prendre appui, etc. Enfin, je veux dire, le corps résiste. Il ne fait pas une chose pareille. Et puis d'autre part, comment expliquer les fractures sur son visage qui ont été découvertes lors de la 2e autopsie, après qu'on ait vu, que la famille ait revu les photos et qu'elle s'est soit dit, oui, quand même, il y a quelque chose. Et le premier gendarme qui a été sur les lieux a dit, ce type a pris une dérouillée. Donc, il a bien été l'objet d'une violence. Alors, on a interrogé récemment d'ailleurs un gendarme en retraite qui. Oui. Et on a le témoignage d'un type qui est sorti, qui était lui dans les réseaux SAC, qui était un étranger, dont le nom est facile à retrouver dans le livre et dans les documents. Il y a des sites en pagaille qui aujourd'hui se font l'écho de l'affaire Boulin, comme par exemple certaines archives du site Barchiche, où on trouve des infos intéressantes. Eh bien, il y a 2 noms qui ont été sortis, comme le nom d'un certain monsieur Kopp, qui aurait été dans les réseaux Focard, etc. On voit très très bien de quoi il s'agit en fait. Il s'agissait d'empêcher de plomber le plan Chirac, qui quand même sera remis à beaucoup plus tard, puisque Mitterrand sera élu grâce aux voix de Chirac, voilà. Puis il sera réélu en 88, ce qui était sans doute pas le plan de Jacques Chirac et de ses amis. Mais voilà ce qu'il en est. Juste pour donner une idée un peu plus en profondeur encore de ce que tout cela a pu être. J'ai parlé des Corses, j'ai parlé un peu du SAC, j'ai parlé de l'affaire Boulin. Il faut savoir que ce milieu aussi a sans doute été mouillé dans l'assassinat d'un personnage très important, enfin beaucoup plus important en un sens, qui a été le président Kennedy. Il y a de très fortes chances que les tireurs de Dallas aient été des Français, des Corses, qui auraient été recrutés par le biais de l'agence Permindex, qui est une agence de mercenariat qui, en particulier, avait recyclé des soldats perdus de l'Algérie, en particulier des gens mêlés à l'affaire. À l'affaire de la French Connection. Il y a un très beau film, un très intéressant film qui s'appelle Le Rêve américain, sur justement la présence des Français, en particulier des Corses, dans le trafic d'héroïne, où le nom de Monsieur Pasqua apparaît régulièrement, puisqu'il faut savoir que le siège du SAC est rue de Solferino, juste en face du Parti Socialiste. C'est assez amusant. C'est d'ailleurs l'ancien siège du RPF, et il est à quelques numéros seulement du siège de Ricard, Pernod Ricard, qui était l'entreprise qui employait Monsieur Pasqua. Qui a employé nombre de... Et qui a employé aussi de nombreux Corses, qui parfois ont été attrapés, je veux dire, la main littéralement dans la poudre. Voilà. Donc, on peut pas dire dans le sac, mais bon. La main dans le sac, exactement. Donc, tout cela n'est pas, il n'y a pas de théorie du complot. Tout ça est documenté au possible. C'est dans toutes les bonnes librairies. On peut se procurer le livre, par exemple, la thèse majeure sur le SAC aux éditions de la Découverte. Il y a le livre de Jean Guinel qui vient de sortir sur armes de corruption massive. Sur les trafiquants d'armes et la manière dont ça se passe, les commissions, rétrocommissions. Je vous ai promis tout à l'heure une petite exclue, par exemple, il y en a une que je peux vous raconter qui est sympathique. Dans l'affaire Karachi, puisque tout cela continue, dans l'affaire Karachi, lorsque... rétrocommission pour des sous-marins Agosta vendus. Voilà, pour les sous-marins vendus au Pakistan, pour faire très très vite. Lorsque Jacques Chirac est revenu au pouvoir, il a mis fin aux rétrocommissions. Les ministres, enfin les gens qui étaient au ministère de la Défense, qui géraient la campagne de Balladur, qui était une sorte de nouveau Giscard à l'époque, puisque c'était la grande guéguerre interne au RPR entre Balladur et Chirac pour la présidence en 95, présidence dont on gagnait Balladur haut la main et qu'a remporté Jacques Chirac. Lorsqu'il est arrivé aux affaires, il a mis Charles Millon, qui était son ministre de la Défense à l'époque, il l'a mis sur la trace des rétrocommissions. Il a demandé de couper tout. Et surtout qu'il n'y ait plus d'argent qui revienne du Pakistan vers la France pour financer les réseaux Balladur. Il y avait au ministère de la Défense sous Balladur Léo, le fameux Léotard dont on parlait tout à l'heure, Monsieur Mur, l'homme qui a construit un mur. Il y avait Edgar Morin qui a été ministre de la Défense. Il y a pas Edgar Morin, pardon. Hervé Morin, pardon, excusez-moi. Laissons Edgar tranquille. Non, laissons Edgar Morin. Hervé Morin qui était ministre de la Défense il y a peu, et également qui était donc à son cabinet, également Donieux-de Vabre. Donieux-de Vabre, qui ensuite a connu une autre fortune puisqu'il est devenu ministre de la Culture sous Jacques Chirac. Mais alors moi je me suis posé la question, et j'ai posé la question, mais comment est-ce que Donieux-de Vabre, qui était mais vraiment un balladurien pur sucre, comment s'est-il retrouvé dans un ministère Chirac? Et on trouve la réponse dans le bouquin de Jean Guinel, Armes de corruption massive. C'est que apparemment, Monsieur Donieux-de Vabre, en fait, lorsque Chirac est revenu aux affaires, avait les clés du coffre où il y avait les rétrocommissions, enfin une partie en tout cas.
Et au dire des réseaux Chirac, il a été très correct. Correct. Bon, et c'est pas tout ça, mais on est obligé de clore cette émission. Il nous reste quelques secondes. Un grand merci, Monsieur K. C'est tout à fait passionnant. Et donc en fait, tout va bien dans la meilleure République. Voilà. Alors, on vous a mis l'eau à la bouche. Il reste des piles d'affaires à en couvrir des stades de foot. On va donc vous réinviter très prochainement pour une seconde, peut-être voire même pour une troisième émission. Il y a matière à. En attendant, on vous remercie. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Voilà, pour les belles histoires de Monsieur K. C'était, oui, les belles histoires de Monsieur K. On va peut-être lancer une série là-dessus. C'était le lieutenant Sturm à la barre de Méridien Zéro. Bonne soirée, à bientôt et surtout à l'abordage et pas de quartier.